déposé aujourd'hui par une élue socialiste à l'Assemblée. Le texte soutenu par 109 députés comportera 78 articles pour réformer la police, la justice et mieux protéger les victimes. Une annonce alors que ce sera demain la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Un pas en avance significatif pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Un nouvel élan dans les négociations de paix pour le président du Conseil européen. Des réactions à ces négociations entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky, lui, salue des avancées mais estime qu'il faut encore faire plus pour obtenir une paix réelle. Et puis on termine avec cette disparition. Jimmy Cliff est mort, le chanteur jamaïcain a succombé à une pneumonie, sa famille l'a annoncé à la mi-journée. En plus de Reggae Night sorti en 1983, on lui doit aussi les titres I Can See Clearly Now ou encore Many Rivers to Cross. Il avait notamment collaboré avec Bernard Lavilliers sur Mélodie, Tempo, Harmonie. Jimmy Cliff avait 81 ans. Et c'est la fin de ce flash, bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Vous connaissez sans doute cette phrase, souvent femme varie. Eh bien justement, on va en parler de ça parce que la femme est sujette à des changements d'humeur qui sont dus à son cycle hormonal. Et durant ces 2 heures, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe et comment pallier les inconvénients majeurs de ces changements d'humeur. D'abord pour les femmes elles-mêmes, mais aussi pour les hommes qui, s'ils comprennent mieux ce qui se passe, seront sans doute mieux amenés à réagir comme il faut. Alors eux ne connaissent pas ces changements d'humeur puisqu'ils n'ont pas de cycle, ils n'ont pas de règles comme on dit, mais ils pourront, après la cinquantaine par exemple, à cause d'une déficience de testostérone, connaître parfois aussi une petite déprime. Donc on voit bien l'importance des hormones et c'est donc en compagnie de Christian Jamin qui est en gynécologue mais également endocrinologue qui va nous expliquer tout ça. Et puis surtout, bonne nouvelle, si ces montagnes russes émotionnelles sont trop compliquées à gérer pour vous, eh bien il y a des solutions aujourd'hui. Donc si c'est votre cas, si vous voulez mieux comprendre, eh bien vous pouvez nous rejoindre et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez éventuellement aussi poser votre question par SMS. Vous envoyez Brigitte, votre témoignage au 7 20 18. Christian Jamin, merci d'être avec nous. Ces changements d'humeur chez les femmes, alors c'est sujet à beaucoup de plaisanteries. Oui, c'est... Ah bon, on en rigole, comme si c'était pas important. Enfin... On en rigole alors juste comme introduction et pour en rire un peu. Vous savez d'où vient le mot hystérie ? Oui, bien sûr, utérus, voilà, évidemment. C'est du grec. Donc ça date des Grecs où effectivement on disait que la femme avait des modifications. On disait même qu'elle avait une petite bête à l'intérieur de son ventre. Oui, des modifications hormonales. Et donc ces modifications hormonales, aujourd'hui on sait que c'est prouvé, que ça existe, que c'est lié aux fluctuations des hormones. Et donc on va en parler. C'est un sujet sur lequel j'ai énormément travaillé, sur lequel j'espère avoir trouvé des solutions et qui aujourd'hui n'est dans la littérature médicale pas encore vraiment très caractérisé. On sait par exemple que les œstrogènes vont favoriser la dopamine, la sérotonine. Alors moi j'ai un petit peu étudié le sujet. Donc on voit bien que les hormones jouent et on sait très bien que pendant le cycle menstruel d'une femme, il y a des changements hormonaux. Donc tout ça paraît assez normal, assez logique, non ? Oui, alors en fait le fond du sujet, c'est quelque chose qui s'appelle la dysphorie prémenstruelle. Dys, ça veut dire anomalie, phorie, ça veut dire humeur, pré, avant les règles. Et donc, depuis toujours, on sait qu'il y a ce trouble qui touche 90% des femmes, c'est-à-dire une petite baisse de morale, mais qui devient une maladie grave, parfois, chez 6 à 8% des femmes. C'est une maladie ou un problème qui a été peu étudié en France pendant très longtemps. En France, on s'intéressait principalement aux troubles physiques, c'est-à-dire docteur, je prends du poids avant les règles, docteur, je gonfle, docteur, j'ai mal au sein. Mais tout ce qui touchait au cerveau, aux modifications de l'humeur, ça a été
pas du tout, pour ne pas dire méprisé par... Mais en même temps, c'est pas une maladie, et si. Alors c'est désagréable et c'est difficile à vivre, mais c'est pas, ça met pas la santé en danger, si. Si, c'est une maladie. D'abord, la définition d'une maladie, c'est quelque chose qui altère votre espérance de vie ou votre qualité de vie. Donc je peux vous dire que si la dysphorie prémenstruelle touche à peu près 80% des femmes, c'est-à-dire elles ont une modification de l'humeur, et là c'est pas une maladie, mais c'est pathologique, c'est 6 à 8% des femmes. Ça donne des troubles du couple, ça donne des troubles professionnels. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus de suicides chez les femmes en deuxième partie de cycle qu'en première partie. Donc oui, c'est une maladie chez un nombre non négligeable de femmes. 6 à 8% des femmes, c'est énorme. Et donc, est-ce que au moment de la ménopause, puisque le cycle menstruel s'arrête, est-ce que finalement là, ça disparaît ? Alors, la dysphorie prémenstruelle disparaît dans 2 circonstances, pendant la grossesse et au moment de la ménopause, parce qu'il n'y a plus la cause sur laquelle on reviendra dans quelques minutes, j'imagine. Mais oui, ça disparaît à certains. Alors, il y a d'autres, par exemple, au moment de la ménopause, on dit qu'il y a un petit trouble de déprime au moment de la ménopause, et là, c'est plus compliqué d'affirmer que c'est d'origine hormonale, parce que la ménopause, c'est la cinquantaine, c'est la baisse de la fertilité, c'est les problèmes de séduction, etc. Alors que là, ce dont je parle, la dysphorie prémenstruelle, c'est physique. C'est-à-dire que c'est lié à l'ovulation. Mais d'ailleurs, il y a des gens qui disent oui, elle va avoir ses règles et c'est pour ça qu'elle est de mauvaise humeur. Enfin, et ça se dit aussi bien dans le milieu du travail que dans le milieu familial. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui l'ont remarqué. Après, alors il semblerait aujourd'hui qu'il y a quand même des solutions. Alors, on va y venir. C'est des solutions qui ne sont pas encore officielles. C'est mes travaux récents. Bah oui, mais donc c'est important. Oui, bon, c'est un peu compliqué. On y reviendra tout à l'heure, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il semble qu'on ait vraiment, ou que j'ai vraiment compris d'où ça vient. C'est lié à la progestérone, qui est transformé dans ce qu'on appelle un métabolite qui s'appelle la tétrahydroprogestérone, qui perturbe la régulation des neurotransmetteurs dans le cerveau. Et ça diminue en particulier la sérotonine. La sérotonine étant ce qui met de bonne humeur. Ce qui met de bonne humeur. Donc, on sait que ces femmes ont des anomalies qui passe par un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA, qui est le chef d'orchestre des neurotransmetteurs, et parmi les effets, c'est une diminution de la sérotonine et une diminution donc du bien-être et de la dépression. Là, on donne aujourd'hui pour traiter la dépression quelque chose qui augmente la sérotonine. Ça s'appelle les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine. Et donc là, les Américains, par exemple, ont utilisé ces traitements-là pour traiter la dépression de certaines femmes. Alors que moi, j'ai plutôt travaillé sur le fait d'inhiber l'ovulation pour éviter la sécrétion de progestérone. Mais tout le problème, c'est qu'il faut l'inhiber, mais pas avec n'importe quoi. Oui. Donc c'est du cas par cas, comme souvent Non, c'est pas du cas par cas. Il fallait trouver la bonne... Au début, on a dit, si on doit empêcher l'ovulation, on va donner la pilule. Et puis ça va pas marcher du tout. Et parce qu'on n'a pas utilisé les bons produits. Voilà, donc... on en reparlera, j'imagine, donc moi, je n'ai absolument pas actuellement une autorisation de mise sur le marché. Je comprends bien. C'est vraiment mon expérience personnelle dont on va parler, et je ne revendique rien. D'accord, pour l'instant c'est pas encore très très officiel, mais ce qu'on peut dire quand même en règle générale, donc la femme, au moment de l'ovulation, elle a une sorte de joie de vivre, enfin une humeur beaucoup plus positive. Et avant ses règles, une humeur plus maussade et parfois déprimée. En gros. Parfois déprimée, parfois hyper anxieux. Parce qu'il y a plusieurs formes et si on essaye de vraiment schématiser, c'est à peu près ça. Mais ça, je crois que toutes les femmes l'ont un peu remarqué quand 90% des femmes ont des fluctuations de l'humeur. 90%.
mais c'est considéré comme normal avec un petit coup de mou. Mais encore une fois, chez 6 à 8%, c'est une vraie maladie. D'accord. Et quand on est l'homme à côté, il faut un peu le savoir pour ne pas aller la chercher, si je puis dire, quand elle est dans cette baisse de morale. Alors, oui, parce que c'est juste ça. Il n'y a pas grand-chose à faire en tant que partenaire, si ce n'est de subir un peu ces changements d'humeur. Mais si on les connaît, si on sait, c'est déjà plus facile, il me semble. C'est pour ça qu'on dit que les hommes savent que la femme va avoir ses règles avant même qu'elle le sache, parce qu'ils voient des fluctuations de l'humeur. Et souvent, quand une femme vient me voir pour ça, elle dit « je viens vous voir parce que je veux pas divorcer ». Et je réponds « je peux pas être partout, ça c'est clair ». Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. C'est qu'elles savent que, contraire à leur propre volonté, elles ont des manifestations d'angoisse qui les rendent désagréables. Et l'autre jour, j'ai une femme qui est venue me voir en disant qu'elle avait été licenciée parce que tous les mois, elle engueulait son patron. Ah oui, quand même, oui. Ouais. Donc tout ça, c'est pas pour rire, c'est une vraie maladie. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a beaucoup plus de suicides chez les femmes. Vous l'avez dit. Oui, mais une fois qu'on sait que c'est parce qu'on est de mauvaise humeur à cause de ça, on peut peut-être un peu se surveiller et éviter d'engueuler son patron. Enfin, je veux dire, c'est peut-être... je crois pas. Non, mais... On a plus de chances de l'éviter si on sait, si on se connaît. Oui, mais je crois que c'est au-delà même de sa propre volonté. Oui, quand même, si on est un petit peu... on peut avoir envie, mais se réfréner justement parce qu'on sait que c'est dû à son humeur et non pas parce que son patron est pas bien. Enfin, vous voyez, je pense quand même qu'une prise de conscience, et c'est le but de cette émission, c'est d'essayer quand même d'informer pour que chacun puisse essayer de... Bon, on va voir en tout cas ce qu'ils ont envie de vous poser comme question et les témoignages qu'ils ont envie de nous faire. Et on va commencer avec Asma qui justement en a parlé à ses médecins et qui a envie d'avoir un peu plus d'infos. Oui, bonjour Brigitte. On la retrouve dans un moment. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Gagnez votre bon pour un séjour bel en bras d'une valeur de... 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien justement, nous avons Asma qui nous rejoint. Excusez-moi, on vous a un petit peu coupé. Parfois, c'est le direct. Oui. On n'est pas tout à fait en phase avec notre réalisateur. Donc vous êtes avec Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue, je vais y arriver, et qui donc justement avait envie qu'on parle de ce sujet. Et je crois que Asma, ça vous intéresse beaucoup ce sujet. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que moi je suis une femme qui a 46 ans, qui va bientôt sur ses 47 ans l'année prochaine. Je vous explique parce que j'ai une grosse absence de cycle, de mes règles bien sûr, donc ça fait 5 mois. Donc j'en ai parlé un petit peu à mon médecin traitant. Oui. Qui m'a ausculté, qui a regardé, vous savez, au niveau de la thyroïde et des analyses à faire, bien sûr. Mais je n'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Il me dit, vous êtes en préménopause et c'est tout. Et donc, je suis un peu perdue parce que je sens que je ne sais pas si je suis en préménopause. Des fois, je suis déprimée, j'ai pas envie. Je ne sais pas si ça joue là-dessus ou si c'est un coup de stress. Pourquoi je n'ai plus mon cycle. D'accord, donc là on n'est pas réellement dans les changements d'humeur durant le cycle, mais on est dans ces changements d'humeur qui arrivent justement quand on est en préménopause, Christian Jamin. Oui, ça m'a déprimée en fait. J'ai pas les j'entends. Symptômes. Alors c'est pas du tout le même sujet. C'est-à-dire que c'est pas lié aux mêmes hormones. Donc c'est vrai qu'au moment de la ménopause, on a une diminution globale de toutes les hormones et en particulier des œstrogènes qui peut participer à un coup de mou, si je puis dire, mais le coup de mou, il est lié à beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ce dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est un âge où la fertilité diminue, c'est un âge où on se sent moins
conquérante, si je puis dire. C'est un âge où on a des bouffées de chaleur et on dort mal, et donc on se réveille fatigué. Donc, je dirais que les troubles de l'humeur de ce qu'on appelle la périménopause sont probablement, eux, beaucoup plus multifactoriels, c'est-à-dire à la fois hormonaux mais aussi sociétaux, qui fait qu'on se sent pas bien et en plus, comme on dort mal, on n'est pas bien dans sa peau. Voilà. Donc ça n'est pas, j'allais dire, tout à l'heure on parlait de la dysphorie prémenstruelle qui est un problème purement hormonal. Là, c'est un problème plus large lié à l'évolution de la vie. Mais qui est quand même un problème. Donc déjà, Asma, oui, j'ai envie de dire, c'est ce qui vous arrive, ça peut se comprendre. Donc il faut maintenant voir comment vous pouvez l'accepter et comment vous pouvez mieux le gérer, parce que le vivre, absolument. Ce que j'ai pas précisé aussi dans mon histoire, c'est que mon dernier enfant que j'ai eu, je l'ai eu à 45 ans. Mon fils a 3 ans au jour d'aujourd'hui. Oui, j'allais dire, ça en rajoute une couche, parce que chacun sait que c'est lourd d'élever un enfant, c'est difficile, il faut avoir beaucoup d'énergie, et ça vous tombe, vous, les hasards de la vie, afin que ça vous tombe en même temps que les modifications hormonales, donc ça vous en rajoute une couche. Mère solo aussi, ça joue en aussi, plus. Alors là, c'est sociétal aussi. Alors c'est aussi sociétal. Je lisais ce matin un article qui venait du ministère de la Santé qui disait que les troubles de l'humeur se voyaient beaucoup plus chez les gens qui sont monoparentaux, c'est-à-dire, et qu'il y a ça participe à votre mal-être, parce que c'est compliqué d'élever tout seul un enfant, c'est difficile de l'élever à partir de 40 ans. Enfin bon, il y a beaucoup de raisons. C'est pour ça que je disais c'est beaucoup plus multifactoriel. Multifactoriel, d'accord. Parce que moi, j'ai eu du mal à intégrer l'histoire de préménopause, parce que je connais mon corps, je veux dire, j'ai pas de bouffée de chaleur ou comme ils disent en général pour la préménopause, quoi. Mais vous avez toujours des règles ? Non, elles sont disparues. Donc c'est que vous avez effectivement des troubles hormonaux qu'il faut prendre en charge. Mais les bouffées de chaleur, ça dépend des femmes. Hein. Toutes les femmes ne sont pas complètement envahies par des bouffées de chaleur, donc tant mieux pour vous si vous n'en avez pas. Mais j'ai des crises d'angoisse ou des fois j'ai l'impression de procrastiner, j'ai rien envie de faire. Il y a des jours. Vous avez une sorte de baisse j'allais dire, d'élan vital, qui est dû sans doute à plusieurs facteurs, comme l'a dit Christian Jamin, c'est multifactoriel. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est voir comment vous pouvez prendre un peu plus soin de vous, de manière à la fois à ne pas en faire plus que ce que votre organisme vous permet de faire, parce que sinon vous allez vous écrouler, et puis ensuite voir comment vous pouvez retrouver un petit peu l'envie d'avoir envie, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Mais il faudra pas croire que juste d'un coup de baguette magique, le fait de remettre votre niveau hormonal dans les normes, si je puis dire, va changer fondamentalement les choses, parce que comme je le disais, il y a l'âge, il y a la situation matrimoniale, le fait que vous ayez eu un enfant récent, et puis tout ce qui se passe à cet âge-là, c'est-à-dire à un moment donné, je me suis dit, j'ai mis ça sur le compte du stress, mais après... Mais pourquoi pas ? Quand je dis multifactoriel, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais là, ça n'est pas purement hormonal. Mais moi, ce que je crois quand même dans ces moments où on traverse une phase difficile, où on voit plus très clair, parce qu'en fait, on pourrait généraliser ça. Et vous êtes dans une sorte de brouillard et vous ne savez plus, vous n'avez plus de boussole. Et ben, je crois que dans ces moments-là, il faut faut retrouver sa boussole, c'est-à-dire quel est le sens de votre existence à 46 ans, bientôt 50 ans, avec un enfant en bas âge, seul, et retrouver retrouver du sens. Et ça déjà, ça va vous donner une petite boussole qui va vous permettre peut-être de rester dans le tunnel, mais de voir le bout de la lumière au bout du tunnel. Oui, c'est ça, rejoindre la lumière, quoi. Des fois, vous voyez, et ça peut être long, parce que
Moi, grâce à mon grand âge, je sais que quand on traverse des périodes comme ça où on ne sait plus très bien où on en est, qui on est, on a l'impression que ça n'en finira plus. J'ai l'impression que c'est interminable. Oui, mais ça va finir à un moment donné, et ça finira d'autant mieux si vous profitez de cette période pour redonner un objectif. Un sens, un objectif, c'est ça, tout à fait. Oui, vous voyez, parce que je suppose que c'était peut-être pas votre choix d'avoir un enfant toute seule. Il y a peut-être des choses aussi que vous avez dû subir malgré vous. Et ça abîme notre élan vital. Et ça a peut-être d'ailleurs précipité votre préménopause. Hein. Ah oui, je pense. J'y ai pensé à ça. Ça m'a traversé l'esprit. Je suis d'accord avec vous là-dessus. On sait qu'un accident, qu'un moment très difficile peut avancer la ménopause. Ça s'explique pas spécialement, mais on l'a remarqué. C'est comme l'arrivée des cheveux blancs. C'est souvent après un accident. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre du temps pour vous, pour analyser tout ça. Et puis d'abord accepter ce que vous êtes en train de traverser. C'est pas drôle, mais c'est pas de votre faute, c'est la vie. Oui, je commence à m'en rendre compte là. Je commence à. Et puis voir comment vous pouvez à mettre cela en tête. Voilà, vous faire du bien pour arriver à traverser cette période qui sera peut-être pas facile et qui sera peut-être pas. Il y en aura peut-être pour 2-3 ans, on n'en sait rien. Hein, mais qu'importe si vous en faites quelque chose, parce que vous en sortirez grandi. Voilà, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ce que je pensais dans ma tête, en fait. Ouais. Bon, et puis vous avez un vrai petit trésor qui tous les jours doit être extraordinaire à regarder. Ah oui, ça c'est sûr, c'est que du bonheur. Et voilà, donc il y a au moins ça. Voilà, ça c'est sûr. Merci en tout cas. Mais je vous en prie, merci de votre témoignage, merci beaucoup. On fait une petite pause, Christian Jamin, on va donner la parole à Daphné dans un instant, qui a priori avait peut-être des soucis avec la thyroïde, qui est aussi quelque chose de très hormonal. On verra avec elle dans un instant, et puis on aura aussi la possibilité de gagner ce fameux masseur Lelo dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cette année, le Père Noël a déjà déposé tous ses cadeaux au pied du sapin Sud Radio. La semaine prochaine, écoutez Sud Radio non-stop et gagnez des séjours au Futuroscope, des forfaits de ski, des produits Ninja, 200 € de bons d'achat chez Maison Scarlett, des robots aspirateurs dernier cri, des places pour les Chevaliers du Fiel et bien d'autres cadeaux. Vous allez faire des heureux. Soyez parmi les premiers à gagner en envoyant dès maintenant Sapin au 72018. Sapin au 72018. Et restez à l'écoute. Du 1er au 24 décembre, le sapin de Noël Sud Radio va vous gâter toute la journée. Sephora est le rendez-vous beauté à ne pas manquer. Des marques et des coffrets que vous ne trouverez que chez Sephora. De quoi trouver le cadeau parfait pour vos proches ou rien que pour vous. Pour Black Friday, jusqu'au 1er décembre, bénéficiez de moins 30% sur tous les parfums et les coffrets parfums hors point rouge en magasin, sur l'app et sur Sephora.fr. Black Friday, journée exceptionnelle. Sephora, quelque chose de beau nous rassemble. Sud Radio à Brignoles en DAB+. Sud Radio. Carrefour. Quand vous me dites le carpaccio d'orange, original et savoureux, eh bien ça me donne envie de vous dire que le filet de 2 kg d'orange à dessert est à 1,49 €, soit 75 centimes le kilo. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market Taylor Drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, calibre 5-6, origine Espagne, détail sur carrefour.fr. Moi, avec toutes ces offres au Black Friday, je suis complètement perdu. À bâbord, toutes à tribord Mais alors avec 5 fois plus de gigas pour le même prix chez SFR, là c'est... Une offre incroyable droit devant nous. On fonce. Chez SFR, on s'engage à vous en donner plus pendant le Black Friday. Profitez de 100 Go 5G au lieu de 20 Go pour seulement 8,99 € par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, on s'engage pour vous. Prix client box, offre soumise à condition réservée aux nouvelles souscriptions jusqu'au 1er décembre. 5G sous réserve de couverture. Lidl, ça vaut le coup. Les carottes à 69 centimes le kilo, ça vaut le coup. Les carottes à 69 centimes le kilo au lieu de 1,05 € et si en plus elles rendent aimables, ça vaut carrément le coup. Bonne nouvelle, avec Lidl Plus, le kilo de carottes est à moins 34%, soit 69 centimes au lieu de 1,05 €. Lidl, ça vaut le coup. Catégorie 1, calibre 20-40 mm selon arrivage en supermarché, variété nantaise, origine France. Offre valable jusqu'au 26 novembre.
Économisez jusqu'à 30% pendant la Black Friday Week Amazon. Pour trouver le cadeau parfait pour votre beau-père, le chasseur de bonnes affaires. Si seulement il savait que vous avez profité d'une super vente flash Black Friday Week Amazon pour son cadeau, il vous accueillerait à bras ouverts comme il accueille chaque vente flash. Ah d'accord. Une accolade maintenant. Ou une longue accolade même. Oh, l'accolade Black Friday Week. Économisez jusqu'à 30% pendant la Black Friday Week Amazon, jusqu'au 1er décembre. Quand on commence Moi Sans Tabac, on se lance dans la première journée sans fumer. Les premiers conseils de l'appli Tabac Info Service, les premières difficultés et comment les surmonter, les premières économies qui s'affichent, les premiers effets positifs sur sa santé. Et avec l'aide de l'appli Tabac Info Service, le premier. Non merci, j'ai arrêté. Participez à Moi Sans Tabac, augmente vos chances de devenir ex-fumeur. Pour être aidé, téléchargez l'application Tabac Info Service. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, en Love Conseil, on va parler, Christian Jamin, d'une pratique assez particulière. On va parler d'urophilie. Et c'est vrai que l'urophilie est considérée par beaucoup de gens comme une déviance sexuelle. Donc c'est pour ça que je préfère ce terme d'ondinisme. Je trouve que c'est plus romantique, c'est plus joli que l'urophilie. Alors, ça consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste à aimer l'urine et éventuellement à avoir envie de faire des jeux avec ça. Et puis, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'urine a des vertus bienfaisantes, hein, notamment, elle a un côté stérile. Mais en attendant, c'est vrai que ça fait pas tellement partie des pratiques courantes dans la sexualité. Alors, il est vrai que dans l'ondinisme, il y a une partie de voyeurisme, puisque la miction, en principe, se fait à l'abri des regards indiscrets. Alors il y a deux choses, hein. Il y a à la fois le fait de s'exhiber en train d'uriner, et puis il y a aussi cette humiliation ou cette domination d'uriner sur son ou sa partenaire, ou de se faire uriner dessus. Donc c'est pour ça que c'est une pratique quand même assez particulière, mais néanmoins, et c'est ça aussi qu'il faut entendre dans ce conseil-là, qui est plutôt un sexo-conseil. D'ailleurs, je me suis trompée, je ferai le love conseil tout à l'heure. Il y a quand même un plaisir à uriner, quoi qu'on en dise. Enfin, je veux dire, on a tous ce plaisir à uriner, et il y a un sentiment de soulagement, de lâcher prise, et puis il y a aussi une excitation. Et donc, c'est une pratique qui peut, en effet, à un moment donné, rentrer dans un jeu sexuel. Alors, ça reste quand même un fantasme particulier, donc je pense qu'il est très important, si vous avez envie, de tenter d'en parler avec votre partenaire, ou d'être avec un ou une partenaire averti. Voilà. Ben oui, mais moi j'ai l'habitude de dire que tout ce qui est nécessaire à la vie est agréable. C'est bizarre, j'ai trouvé ça un jour tout bêtement. Quand on a faim et qu'on mange, c'est délicieux. Quand on a soif et qu'on boit, c'est délicieux. Quand on a envie d'aller uriner, c'est délicieux. Et on a l'impression, quand on a envie de se reproduire, c'est délicieux. Il paraît. Donc, j'ai trouvé ça un jour comme ça, tout seul, en me disant que finalement, la nature ou Dieu, qui vous voulez, a fait que tout ce qui est nécessaire à notre vie nous apporte du plaisir. Dormir aussi, c'est délicieux. Et dormir, c'est délicieux. Oui. Voilà. Donc, un jour comme ça m'a traversé l'esprit, et depuis, je ne cesse de me dire à chaque fois que je fais quelque chose de nécessaire, mon Dieu, comme c'est bon. Et voilà, exactement. Ça fera partie tout à l'heure peut-être de mon love conseil. Ce sera la liste des plaisirs, donc vous serez certainement à même d'en rajouter. Alors, un plaisir aussi, c'est de jouer, et comme tous les jours, on a le plaisir avec Sud Radio de jouer, et aujourd'hui c'est avec Passage du Désir qui nous propose de casser la routine des soirées télé en parcourant les 69 cases de ce jeu de loi. Alors c'est évidemment un jeu de loi un peu spécial qui est réparti en 3 phases, crescendo, d'abord séduction, excitation et plaisir, on y revient, et donc vous pourrez jouer sur ce jeu de loi un peu érotique. Et si vous avez envie de le gagner, eh bien vous envoyez par SMS Brigitte au 7 20 18, et l'un d'entre vous sera notre gagnant à ce jeu de loi de Passage du Désir. Donc bonne chance à tous. Daphné est avec nous. Bonjour Daphné.
Oui, bonjour à Brigitte, bonjour à votre invité. Christian Jamin qui est avec nous. Donc, pardon de la maladie de Basdo, qui est une maladie de la glande thyroïde, hyperthyroïdie. Et je crois que je suis à ma 4e récidive. Et en fait, au tout début, je ne savais pas ce qui se passait. Bref, j'étais énervée, je dormais plus, je transpirais, je maigrissais, je mangeais plus. Bon. Et après, j'ai compris ce que c'était. Et en fait, j'ai aussi découvert qu'il ne fallait pas que je prenne de grandes décisions ni de graves décisions à ce moment-là, parce que c'était complètement faussé par l'hystérie un peu de l'hyperthyroïdie, quoi. Donc c'est une hormone qui pour moi a une très grande importance. Alors, on est dans une autre hormone là. On a changé de localisation. Alors la thyroïde est quelque chose qui régule, j'allais dire, la vitesse du corps en général. C'est comme non pas un thermostat, mais je sais pas. Et donc cette thyroïde, il y a une maladie, comme dont vous venez de parler, qui s'appelle la maladie de Basdo, qui rentre dans la grande catégorie de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. C'est-à-dire que votre immunité est déséquilibrée et fabrique un anticorps qui stimule votre thyroïde. C'est-à-dire que c'est pas réellement votre thyroïde qui est malade, c'est votre immunité qui fait que votre thyroïde fonctionne trop fort. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez déréglé le régulateur, si je puis dire. Vous maigrissez, vous êtes nerveuse, vous avez 1000 maux. Et eh bien, donc, on peut donner des médicaments pour traiter cette hyperthyroïdie. Et puis au bout d'un moment, eh bien, quand on a comme vous eu 5 récidives, eh bien, on est obligé soit d'opérer, soit de détruire cette thyroïde, parce que ça finit par abîmer votre organisme. Donc, et là, eh bien, on passe de l'autre côté, on devient hypothyroïdien, et on vous rajoute des hormones thyroïdiennes, ce qui est très facile à faire et à régler. Et donc, encore une fois, c'est une maladie qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle l'auto-immunité. Oui. Voilà, c'est ça qui vous est arrivé. Et aujourd'hui, tout ça est réglé, justement, Daphné ? Alors, je surveille régulièrement. Parce que là, j'ai eu un petit symptôme de surexcitation, de sudation, voilà, ça me paraissait un peu bizarre. Voilà, j'ai fait un test et j'ai ma TSH qui est en train de bien descendre, quoi. Ah ben voilà, c'est ce que je vous disais. Le diagnostic est facile, si je puis dire. Oui. Une simple prise de sang, on mesure l'hormone qui d'habitude stimule la thyroïde, mais comme là il y a quelque chose qui la stimule à sa place, eh bien la TSH dont vous parlez est complètement effondrée. Ça veut dire qu'elle ne sert plus à rien et que la stimulation de la thyroïde vient d'ailleurs, de cet anticorps dont je parlais, qu'on appelle les anticorps antirécepteurs de la thyroïde. Oui. Après, je suis pas à 0, je suis à 0,88, je suis encore dans les normes. Mais voilà, je commence à m'alerter parce que ma famille, s'en rend compte en fait quand je vais pas très bien, me disent « t'as fait ton test là ?» Oui, c'est-à-dire que là aussi, c'est presque votre entourage qui va vous faire remarquer que vous avez un changement d'humeur qui laisserait penser que votre thyroïde vous joue des tours. Pas cette fois-ci, mais la dernière fois, c'était il y a un petit moment. Je crois que c'était l'année dernière. Là, c'est mon fils qui m'a dit « maman, tu devrais faire un test ». Et effectivement, ça commençait à descendre. Mais là, cette fois-ci, je m'en suis aperçue moi-même. Et on m'a bien proposé de me faire de l'iode, donc, parce qu'on peut faire de l'iode en médecine nucléaire. Et je suis suivie par un endocrino qui me l'a proposé. Je lui ai donné ma raison de ne pas vouloir le faire parce qu'on ne me garantit pas un fonctionnement de la thyroïde. Alors, d'abord, voilà. Là, vous n'êtes pas en hyperthyroïdie à 0,98, donc il faut doser l'anticorps dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle le TRAC, et donc vous saurez si vous êtes en récidive. Parce qu'il faut surtout rien faire avant d'en être certain. Oui. Après, je suis suivie, j'ai des prises de sang régulières.
Je le fais justement par accord de mon endocrino quand je le sens. Et après, on fait le point. Ben, ça me paraît sage, tout ça. Oui. Oui. Et puis visiblement, vous avez été prise en main. Vous êtes. On vous a expliqué aussi, il me semble. Hein, vous avez l'air de comprendre très bien ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, on a 2 témoignages avec 2 raisons différentes. Encore que le sujet du jour qu'on a proposé aujourd'hui à ceux qui nous écoutent. Donc, est-ce que tous ces changements d'humeur qu'on entend et qu'on sait chez les femmes sont toujours dus à quelque chose qui a à voir avec les hormones et donc un problème de santé, ou parce que ça c'est la vraie question là en fait qu'on a envie de poser? Alors, la réponse est relativement simple. C'est-à-dire que les 2 cas dont on vient de parler, je dirais que c'est un désordre global. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un arrêt des hormones au moment de la ménopause, mais il y a l'âge, il y a plein de choses. Et là, dans la thyroïde, il y a aussi des troubles de l'humeur, mais c'est lié à une maladie plus large. Alors que l'émission telle qu'on l'avait commencé au départ, c'était d'avoir une cause spécifique et unique des modifications de l'humeur. Tandis que là, on est dans un problème plus général. D'accord, mais ma question c'est, est-ce qu'on peut avoir des changements d'humeur qui n'ont pas de raison médicale et qui sont simplement parce que la femme serait plus sujette à des changements d'humeur parce qu'elle est peut-être plus sensible ou plus en rapport avec ses émotions ou plus... Enfin, peut-être que vous n'avez pas la réponse d'ailleurs, hein, mais c'est la question qu'on peut se poser. Tout ce qui nous arrive dans la vie est susceptible de nous déprimer ou de nous angoisser. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi la dépression, la vraie, où il y a des anomalies, mais là qui sont dans le cerveau et qu'on n'arrive pas à mesurer. La dépression est une maladie organique, hein, c'est bien pas. Sûr. Et qui touche un peu plus les femmes que les hommes d'ailleurs. Et qui touche un peu plus les femmes que les hommes, mais dans les formes graves, on n'est pas très loin quand même. On est à 23,27% de la population. Donc il y a le mal-être global qui entraîne des troubles de l'humeur. Il y a des mal-être liés à des anomalies du fonctionnement du cerveau. Et puis, il y a cette dysphorie dont on parlait tout à l'heure qui est liée au cycle. Ce sont 3 domaines assez différents. Eh bien, on va voir qu'est-ce qui peut encore provoquer des problèmes d'humeur. Et nous avons Laïa qui va prendre également la parole et qui, semble-t-il, elle avait en effet des problèmes d'humeur au moment juste avant ses règles. Elle nous raconte ça dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Christian Jamin aujourd'hui, spécialiste des hormones, mais gynécologue également. On vous invite à réagir sur Sud Radio 0826 300 300. Vous pouvez également poser vos questions ou envoyer vos témoignages par SMS. Composez Brigitte au 7 20 18. Et je crois qu'on va revenir sur l'impact de nos humeurs durant notre cycle menstruel avec vous, Laïa. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai une humeur plus ou moins linéaire depuis quelques années puisque je suis ménopausée, mais je le vis très bien. Et je me souviens lorsque j'avais mes règles, j'étais capable de prédire à quelques heures près à quel moment ça allait survenir parce que j'ai été prise d'une envie irrépressible de tout nettoyer. Alors, ça n'était pas désagréable. J'ai jamais eu de saute d'humeur dans le sens où de l'agressivité ou de la dépression, pas du tout. Mais alors vraiment, il fallait vraiment que je me mette au travail rapidement. C'est drôle, ça. Ça, c'est vraiment amusant. Oui. Enfin, peut-être pas pour vous, mais médicalement, c'est amusant. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les fluctuations de l'humeur peuvent mettre en évidence des choses à l'intérieur de nous qu'on ne suspecte pas. Oui, après je ne sais pas si c'était strictement hormonal ou si ça répondait à quelque chose d'ordre psychologique, mais bon, ça tombait très bien puisque je n'aime pas faire le ménage, donc comme ça, c'est une fois par mois, je savais que ça allait être fait. Oui, au moins ça avait ce mérite de une fois par mois, vous aviez votre maison propre. C'était ça. Maintenant c'est compliqué, je fais moins de ménage du coup.
Mais sinon, j'ai jamais eu vraiment de problème de saut d'humeur. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça encourageait ma libido. Et quand j'étais enceinte aussi, c'était le cas. J'étais très très demandeuse. Enfin, je suis toujours plus ou moins demandeuse, mais là, c'était vraiment. J'avais vraiment remarqué une différence à cette époque-là. Et il est vrai que lorsque les femmes sont enceintes, on a tout et son contraire. Hein. Oui. On a parfois des femmes qui, en effet, ont une libido exacerbée et d'autres qui perdent totalement leur libido, comme quoi, souvent femmes varient, hein. On en revient à ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien se méfier de ne pas faire des cas généraux, de cas particuliers. C'est-à-dire que oui, la régulation de l'humeur dans le cerveau, c'est très complexe. Et donc, il y a quelque chose qui sont bien caractérisées. Mais alors, en ce qui concerne les rapports sexuels, les études montrent qu'il y a une augmentation du nombre de rapports autour de l'ovulation. Comme si la nature avait prévu pour la reproduction qu'on fasse plus l'amour dans les 48 heures qui précèdent l'ovulation. Ça, je crois que ça a été démontré par les statistiques. Mais par ailleurs, eh bien, il peut y avoir aussi des modifications de l'humeur qui font que certaines femmes... Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ont envie de faire l'amour pendant leurs règles aussi. Pour l'instant, on n'a pas de preuves. La seule preuve qu'on ait, c'est l'augmentation du désir en périovulatoire. Mais de toute façon, si on parle du désir, on sait très bien que le désir est quelque chose de très compliqué à définir d'une manière médicale ou scientifique ou même psychologique, hein, de toute façon. Tout à fait. Donc le désir, il va forcément être très fluctuant suivant les femmes et suivant les paramètres hormonaux, etc., etc. En revanche, on sait quand même aujourd'hui que nos hormones ont des influences sur nos neurotransmetteurs qui sont responsables de l'humeur. Donc tout ça est assez clair, mais c'est bien de le dire parce que ça va peut-être quand même rassurer toutes les femmes qui nous écoutent, qui constatent évidemment qu'il y a des moments où elles sont plus tristes, des moments où elles sont plus joyeuses. Elles n'ont pas totalement repéré, mais moi je trouve ça rassurant de savoir qu'il y a quand même une cause extérieure qui explique ça. Oui, et puis ça agit sur un fond, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a chacun notre personnalité, et il est vrai que des fluctuations internes peuvent mettre en exergue telle ou telle de notre partie de personnalité à tel ou tel moment. Mais après, pour démontrer, il faut faire des statistiques, c'est parfois compliqué. Donc on sait que 80% ou 90% des femmes sont moins bien après l'ovulation. On sait que 6 à 8% ont des vraies dépressions ou des vraies angoisses avant l'ovulation. Et puis il y a une étude américaine là qui a été faite, qu'on m'avait demandé d'étudier, c'est sur à quel moment les femmes se sentent bien, à la fois sur le plan physique, c'était des sportives, et sur le plan psychique. Eh bien, je vous le donne en mille. À quel moment les femmes se sentent le mieux, Brigitte ? Bah là, j'ai l'impression que c'est peut-être pendant les règles. Eh ben, bravo. Bah, non, mais là, vous m'avez guidé. Hein. Mais il est vrai que dans des études bien faites, le meilleur moment au point de vue humeur et performance physique, c'est les 2 premiers jours des règles. Un petit peu comme si on enlevait la chape sur l'humeur de ce qui s'était passé avant l'ovulation. Donc il y a une espèce de renouveau. On est peut-être tellement mal avant nos règles qu'on est très très bien les 2 premiers jours des règles. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est comme si on avait retiré le couvercle. Ça vous parle, ça, Lalia ? Alors, pas vraiment, parce que moi, je suis sportive et les premiers jours des règles, alors j'avais toujours envie de faire du sport, mais les performances étaient un petit peu moins bonnes. Disons que moi, j'ai toujours aimé avoir mes règles. Alors, je sais pas si c'est... Je suppose que ça doit forcément influencer sur l'humeur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, quelle horreur, quelle contrainte, je me sens sale. » Et moi, pas du tout, je me sentais super bien. Il faut dire que c'est assez rare des femmes qui aimaient avoir leurs règles. Faut bien le dire. Pour beaucoup de femmes, c'est quand même un peu la corvée, et c'est quand même un peu contraignant. On peut ne pas aimer avoir ses règles, mais se sentir mieux quand on les a. Ça oui, existe. non, mais ça, c'est encore autre chose. Mais là, vous étiez heureuse d'avoir vos règles, visiblement. Oui,
Oui, parce que vous arrêtiez de faire le ménage, c'est peut-être pour ça. Non, parce que je me sentais vivante, je crois. Ça doit être ça. Alors la contrainte ne me manque pas, ça c'est vrai. C'est intéressant parce que ça fait partie de mes théories. Si on réhabilitait un peu plus les règles, je pense qu'il y a plus de femmes qui seraient mieux et qui auraient moins de problèmes justement parce que quand on est contente d'avoir ces règles, parce que ça prouve qu'on est en possession justement de sa féminité, on les prend comme quelque chose de merveilleux qui nous rappelle qu'on est vivante, etc. Oui, mais encore une fois, ça a été prouvé, ça. Ça a été prouvé par une grande étude américaine où on a fait remplir des questionnaires tous les jours à des femmes et donc quand on regarde les courbes, on voit qu'une remontée de la bonne humeur au moment des règles. C'est bizarre. Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans votre témoignage aussi, Laïa, c'est qu'on voit que vous avez plutôt une bonne libido, vous étiez particulièrement ravie de faire l'amour quand vous étiez enceinte, et on voit aussi que souvent chez les femmes qui sont plutôt sexophiles, en règle générale, elles acceptent mieux aussi leurs règles, elles acceptent mieux toutes ces différences qui font qu'on n'est pas la même du premier jour de notre cycle et du dernier jour, quoi. Et je pense que quand on est bien dans sa peau, qu'on est bien en tant que femme, on accepte une vérité que de toute façon est incontournable. Oui, et même les contraintes de la grossesse, c'est pareil. Moi, j'ai toujours. Alors, c'est vrai que j'ai eu une grossesse particulièrement facile, mais j'ai beaucoup aimé le fait d'être enceinte. Et on entend tellement de discours qui tendraient à mettre en avant le fait qu'on doit se sentir quand on a ses règles sales, pas consommables entre guillemets, pas du tout en fait. Pour moi c'est quelque chose de merveilleux. Et la contrainte ne me manque pas. En revanche la sensation me manque. Et c'était plutôt, je reviens sur la grossesse et le bien-être que j'avais pendant la grossesse. Alors là je ne suis plus avec c'est mon premier mari. Ça fait longtemps qu'on n'est pas ensemble. Là j'ai un nouveau conjoint, mais pendant ma grossesse, lui, en revanche, vivait très mal le fait que j'étais demandeuse. Il le vivait très très mal. Et ça, c'est embêtant, parce que quand on a son partenaire qui n'est pas au diapason, c'est toujours embêtant, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Mais les femmes, les hommes ont peur des femmes enceintes. En particulier pour les rapports. Oui, parce que ils ont peur de faire mal. Ils ont peur de faire mal, ils ont peur de faire du mal au bébé. Enfin, c'est assez fréquent et il faut faire très attention à ça. Et moi, j'insiste beaucoup quand j'ai des patientes enceintes pour leur expliquer qu'il y a pas de risque à avoir des rapports et que ça maintient une sexualité, parce que il faut pas considérer la femme comme la mère de ses enfants, mais comme sa partenaire. Oui, lui, ça lui posait des problèmes à ce niveau-là, d'ailleurs, parce qu'une fois, il avait un petit peu trop bu et il m'a dit que plus ou moins, si je me prenais pour une péripatéticienne, voilà. Donc, alors que je voulais simplement avoir des rapports. Donc, ça fait toujours plaisir quand on est enceinte de 5 mois, voilà. Oui, mais bon. Bonjour, la bonne humeur. Ça parlait de lui, évidemment, et je pense que vous l'aviez compris. Merci de ce témoignage positif, Laïa, et on vous sent tout à fait en forme et d'une belle humeur sympathique. Merci de votre témoignage. On va continuer après les infos. Justement, on va avoir un homme qui a envie d'en parler, de ces changements d'humeur. Et c'est tout à fait intéressant de voir du côté des hommes ce qu'ils en pensent et ce qu'ils en disent. Une petite devinette, quelle est la différence entre la femme et la femelle, Christian Jamin? La réponse est après les infos. Et puis, vous pouvez vous aussi nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans cette... L'épisode de forte pluie se termine sur la Gironde, la Dordogne et la Corrèze. L'alerte de Météo France doit être relevée d'ici 18h après d'importants cumuls. Et puis sur les Alpes, vigilance en cours sur la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et l'Ain, avec une limite pluie-neige autour de 1800 mètres. C'est la fin de ce flash. Bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Christian Jamin, endocrinologue et gynécologue, et on parle justement de ces changements d'humeur chez la femme durant son cycle. Et on a compris donc depuis 14 heures que, en effet, oui, les femmes avaient des changements d'humeur beaucoup plus que les hommes.
Et on va donner la parole à Bruno, justement, qui a envie de parler des changements d'humeur de son épouse. Mais d'abord, quelle est la réponse à ma devinette? Quelle est la différence entre la femme et la femelle? J'ai rien trouvé de très rigolo à dire. Femelle, pour moi, c'est un genre qui est lié à un chromosome X supplémentaire. Et une femme, c'est la globalité. C'est-à-dire que ça. Ah, c'est joli. Une femme, c'est beaucoup plus que un chromosome. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses, mais il y a juste la ménopause, parce que les femelles n'ont pas de ménopause. Les femelles n'ont pas de ménopause. Alors on va discuter de ça, mais ça va demander toute l'émission. La femme est la seule à avoir une ménopause, et puis je crois qu'il y a un poisson. Un poisson, c'est pas un mammifère, on va rester dans les mammifères. On va rester chez les mammifères. On ne dit pas une femelle pour un poisson, il me semble pas. Enfin, je sais pas. Hein, mais... Oui, alors c'est vrai que la femme est la seule... Non, mais alors c'est une devinette qui est peut-être pas très drôle, parce que c'est pas très drôle d'avoir une ménopause, je confirme. mais c'est drôle quand même de constater qu'on est le seul mammifère à pas avoir une ménopause. Ouais, alors ça fait longtemps qu'on se pose la question, est-ce que c'est réel, ou est-ce que c'est parce que on vous aime tellement que vous vivez plus longtemps? C'est compliqué. Oui, mais moi je trouve que c'est une question intéressante. C'est une très jolie question. Philosophique évidemment. Hein, mais je n'ai pas de réponse. Bon, si vous avez la réponse, on vous écoute, venez nous la donner sur Sud Radio. Pour l'instant, Bruno, je ne sais pas si on a de réponse non plus pour vous soulager. Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Lucien. Bonjour. Alors oui, moi j'ai noté les différences d'humeur, mais surtout c'est ma femme qui me rappelle à chaque fois en fait. C'est qu'elle est globalement quand même plutôt d'une humeur égale et toujours très agréable, mais à un certain moment du mois, des fois elle est un peu moins agréable, et en tout cas moins patiente ou plus irritable, moins bien, on peut dire. Plus irritable, je crois que c'est le mot le plus juste, hein, il me semble, dans tout ce que j'ai entendu, de tout ce qu'on étudie, non? Il y a les deux pôles. Il y a deux pôles. Il y a des femmes pour qui cette période est une phase de dépression, donc à la baisse, si je puis dire. Et puis des femmes où il y a beaucoup plus d'angoisse, de nervosité. Donc irritable. Donc irritable. Je crois que les deux existent. Donc ça veut dire que votre femme ne doit pas être trop déprimée, dépressive, et donc elle est plus irritable. Voilà. C'est un choix. Hein, il faut choisir, Bruno. Je préfère celle-ci. C'est finalement plus simple à gérer, je trouve. Oui. Mais surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que moi, je fais jamais la réflexion. Et d'ailleurs, ça me vient même pas à l'esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on a notre discussion, puis on dit c'est un peu moins fluide que d'habitude. Même moi, je me dis pas, tiens, en fait, ce serait pas le moment où ça va arriver. Et non, mais celle qui me le dit. Donc à chaque mois, j'ai une redécouverte de la situation. Alors c'est pas systématique et c'est pas aussi fort que ça, mais elle le fait. Et c'est pas tout à fait au début des règles, c'est quelques jours, 1 ou 2 jours avant. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et elle me le dit elle-même, si jamais c'est un peu fond, elle me le dit. Et moi, je redécouvre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au bout de 10 ans, je me dis jamais à l'avance, tiens, en fait, soit on arrive à la période où, tiens, ça part pas très bien aujourd'hui, ça serait pas la journée du mois, non, c'est celle qui me le dit. Oui. Alors, cette petite fluctuation de l'humeur dont vous parlez, qui a peu de conséquences, c'est pas loin de 80 à 90% des femmes. Ça, c'est prouvé. Et moi, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est quand ça atteint des proportions qui en font une vraie pathologie. Hein, et ça, c'est 6 à 8% de la population. Oui, ce qui est finalement peu, mais qui n'est pas négligeable non plus. Oui, mais c'est quand même énorme. C'est pas énorme. négligeable. Et puis, c'est un vrai... Pour certaines, c'est un vrai cauchemar, parce qu'elles ne peuvent pas se contrôler, elles ont des problèmes de couple, des problèmes professionnels. Oui, c'est un cauchemar pour ceux qui sont à côté aussi. Exactement, oui. Mais... Donc, vous en sortiez finalement pas si mal, Bruno. Mais moi, je m'en sors bien. La vie a été généreuse avec moi, Brigitte. Je vois bien.
Non, mais ce qui est rigolo, c'est que vous avez, ça doit pas être, elle doit pas être très irritable, puisque c'est elle qui vous le dit après coup. C'est-à-dire que si elle était réellement irritable, vous feriez tout de suite le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, certainement. Oui, et ce que disait Christian, on dit juste, ça fait partie des 90% qui ont une légère irritabilité un peu supérieure, mais pas dans les 10%. Donc déjà oui, c'est sûr que c'est pas un tsunami qui arrive, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Mais et par ailleurs, moi je trouve en règle générale, il n'y a pas pire comme réflexion qu'un homme puisse dire à une femme quand il y a un conflit, tiens mais t'as tes règles. C'est quelque chose qui moi me choque beaucoup et me heurte. Mais vous avez raison, mais ça veut dire aussi, à contrario, que si on a une grosse dispute à un moment donné, on peut aussi se dire on reprendra le problème dans 48 heures. C'est parfois, ceci dit, c'est assez masculin, ça de se dire on en parlera plus tard. Ben oui, mais parce que il y a des moments où la femme ne contrôle pas bien son humeur et il faut savoir ne pas lui en vouloir. Donc laissons passer un peu de temps et reprenons le sujet. Oui, à condition que la femme soit capable d'entendre et qu'elle ne commence pas justement à se mettre encore plus en colère en disant oui, tu vois, tu ne veux pas discuter, tu ne veux pas m'écouter. Mais je vais quand même donner un conseil à mes copains mâles. Si je puis dire. Bruno vous écoute. Que si vraiment vous avez cette notion, n'insistez pas, parce que le contrôle est impossible. Quand on a vraiment une dysphorie grave, le contrôle est impossible et évitons les choses graves et définitives qui vont disparaître en 48 heures. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va promener le chien? Oui, on peut aller acheter quelque chose en disant j'ai oublié de faire une course. Voilà. La fuite. On va chez votre partenaire de l'émission et on achète des gadgets qui améliorent l'état d'esprit en général des personnes qui l'utilisent. Oui, mais la fuite, c'est pas une solution non plus, parce que là, la femme va se mettre encore plus en colère si elle voit qu'il fuit. Oui, mais il faut faire preuve de diplomatie, il faut trouver quelque chose, mais ne rentrez pas dans l'art, si je puis dire. Non, ça me paraît évident. De toute façon, quand quelqu'un est irascible comme ça, c'est jamais la solution. Voilà, c'est pas la solution, et puis quand on la connaît bien, on sait très bien que les choses vont s'apaiser, et que ça vaut vraiment pas la peine d'abîmer quoi que ce soit pour cette petite période incontrôlable. Et Bruno, ça vous a jamais tenté de marquer sur votre agenda pour juste... Non, mais je devrais. Mais non, parce qu'en plus, on est quand même dans quelque chose de léger. Oui, bien sûr. J'ai connu une autre vie dans laquelle, c'était pas lié à mon avis au titre mensuel, mais c'était plutôt un état d'esprit où en effet il y avait des variations très fortes et qui étaient souvent vers le bas et ça durait des années. Et donc là, je dirais, la vraie analyse que j'aurais pu faire en vous écoutant, Brigitte, parce que vous dites souvent, c'est pourquoi je restais et qu'est-ce qui m'attachait à ce point-là, à une situation qui était inconfortable. Ça, c'était ma vie d'avant. Dans ma vie actuelle... il faut du temps pour apprendre, hein. Alors, oui, surtout, des fois, il y a des phases, il y a des expérimentations qu'il faut faire. Et personne ne peut le faire à votre place. Alors, je vais vous donner une information que je n'ai pas vérifiée. Donc, je tiens à dire que on m'a dit que en Inde, les femmes ne pouvaient pas être juges d'instruction parce que on pensait J'ai entendu ça, oui. Moi, j'ai entendu ça. Je n'en ai pas la preuve. Qu'il y avait, comme elles avaient des fluctuations de l'humeur, elles pouvaient avoir des fluctuations de la responsabilité, etc. Du verdict, oui. Et donc. Si quelqu'un dans l'auditoire est capable de me donner une référence pour que j'ai la preuve ou même du contraire, ça m'arrangerait parce que... Mais cela dit, il y a un temps fort lointain, et j'avais envie de dire heureusement, où les femmes étaient même mis un petit peu à côté de la société
pour ces raisons de changement d'humeur. Donc c'est quand même quelque chose que nos ancêtres avaient remarqué. Encore une fois, c'est pas non plus dramatique, c'est 6% des femmes, mais on peut, enfin, il y avait beaucoup de choses. Enfin, c'était pour ces raisons-là qu'on considérait que les femmes devaient rester au foyer, en quelque sorte. Bah, il y a puis les religions. Il y a des religions dans lesquelles la femme est impure pendant cette période-là. Alors, est-ce que c'est lié au sang, ou est-ce que c'est lié à l'humeur, ou est-ce que c'est les deux? Mais on avait donc remarqué ces changements d'humeur il y a fort longtemps. Mais ça, c'est connu depuis toujours. Exactement. Donc, c'est quand même peut-être justement que parfois le manque de science fait qu'on observe plus et qu'on remarque des choses qu'aujourd'hui on a besoin des statistiques et de la science pour le remarquer. Oui, mais ce que je pense, c'est que c'est important de le savoir parce que ça donne de la tolérance. C'est-à-dire qu'on peut pas dire je suis marié avec quelqu'un qui a mauvais caractère. Je suis marié avec quelqu'un qui souffre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je crois que c'est quelque chose comme nous en tant qu'hommes, on n'a pas du tout l'équivalent. Je pense pas. On a du mal à se mettre à la place et à imaginer l'inconfort ou la difficulté que ça représente pour les femmes. Oui, mais c'est pas évident finalement. Mais je vous jure que j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir pour ça, et elles sont extrêmement malheureuses par rapport à ça, parce que c'est terrible de ne pas arriver à se contrôler, et donc c'est un vrai cauchemar, et c'est extrêmement difficile. Donc il faut essayer plutôt de les voir dans ce sens-là, plutôt que sur des problèmes où elle est insupportable. En tout cas, merci Bruno, en tant qu'homme, justement, d'avoir pris la parole pour échanger avec Christian Jamin. On fait une petite pause et pour notre chronique C'est maintenant, nous allons retrouver Sonia dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Tous les jours, rendez-vous à 18h avec Cécile de Ménibus et Philippe David dans Les Vraies Voix Sud Radio. Et cette semaine... Couverture. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est maintenant, Christian Jamin, c'est maintenant que Sonia va pouvoir nous dire des mots que peut-être elle n'a pas beaucoup dit jusqu'à présent. Et je crois que vous avez envie de nous parler de ce que vous dites à votre enfant intérieur. Sonia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Déjà, juste pour vous dire que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de reconnaissance pour... alors attendez, ce que vous faites, voilà, et surtout pour les sujets que vous abordez. Donc concernant mon enfant intérieur, voilà ce que je lui dis aujourd'hui et voilà ce que je lui aurais dit, je sais pas si on parle au présent ou au passé, d'écouter déjà ses propres conseils. Je lui dirais exprime-toi, sois fier, parle plus fort, crie éventuellement. Je lui dirais qu'elle est belle, qu'elle est merveilleuse, qu'elle peut être ce qu'elle veut. Et je lui dirais aussi d'être courageuse parce que la vie, elle est dure, elle n'a pas toujours de sens, mais qu'elle est vraiment belle. Et puis d'autre part, je dirais à mon enfant intérieur de toujours rester justement cet enfant. Je vais parler volontairement un petit peu plus trivialement, mais je dirais à cet enfant intérieur de faire un peu de la merde, de pas être parfait, de dire des bêtises, de rigoler, de s'émerveiller et de s'aimer, parce que je trouve qu'on est dans une société qui s'en va sur beaucoup de choses un petit peu robotiques entre guillemets, et qu'on n'est pas parfait en fait, tout simplement, et que c'est très très bien comme ça. Alors, merci Sonia de ce témoignage, mais Christian Jamin, on parle toujours dans ce moment de c'est maintenant de quelque chose qui est important à un moment donné, de prendre conscience et c'est vrai que on a tous été enfants. Et moi, ce que j'entends dans ce que nous raconte Sonia, c'est que quand vous étiez enfant, vous avez dû avoir des injonctions qui ont peut-être, dans une première partie de votre vie, vous ont empêché d'être celle que vous aviez envie d'être. Ah, moi, j'ai eu énormément d'injonctions, plus un trauma, effectivement, qui m'ont empêché sur certains aspects. Toutefois, on va dire que passé l'adolescence, j'ai fait une crise énorme et je me suis quand même, révoltée, c'est bien. Ce brin de folie, ce brin d'humour, tout ça, il m'a quand même suivi et soutenu. Et j'ai eu des épreuves difficiles et ça m'a encore permis de garder le cap.
petites choses, des petites bêtises du quotidien, des petits fous rires, voilà. Oui, donc vous avez quand même su à un moment donné, parce que finalement, on dit toujours que l'adolescence, c'est le moment où on reste dans le moule, où on se révolte. Ah bah moi je me suis révoltée. J'entends bien. Mais la révolte, elle n'a qu'un temps en fait. On peut pas, enfin, c'est bien. Moi, j'aime bien les adolescents qui se révoltent parce que ça montre qu'il y a quelque chose de vivant en eux. Mais moi, personnellement, les personnes qui ont 45 ans, 50 ans, 60 ans qui se révoltent, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui n'a pas été tout à fait compris. Il faut, à ces âges-là, on a une maturité, tandis que tout à fait, tout à fait, qui est très importante. Même les responsabilités, moi, je les adore. Mais c'est juste de garder ce petit brin de folie quand même. Oui, mais il faut garder comme on dit, il faut garder cette part d'enfant en nous qui s'émerveille, qui est curieux. Vous êtes d'accord, Christian Jamin, avec ça? Oui, c'est toute la difficulté, c'est que effectivement, il faut garder ce bonheur d'être différent de temps en temps au sens large. Mais il faut aussi faire attention que cette différence, quand on l'exprime ou quand on la montre, ne puisse pas avoir des effets délétères, tardifs, et donc toute la balance est là, c'est-à-dire oui, se faire plaisir, mais non, ne pas altérer sa vie par des comportements inacceptables. Mais ce que je retiens dans ce que vous avez dit aussi, Sonia, c'est qu'à un moment donné, oui, il faut accepter de ne pas être parfait. Parce que à partir du moment où on accepte de ne pas être parfait, quand on fait des erreurs, on se sent pas coupable, on en fait quelque chose. Dès qu'on laisse tomber cette notion qu'il faudrait être mieux, parfait ou je ne sais quoi, on avance, je trouve, dans la capacité à être heureux dans sa vie. Tout à fait, c'est vraiment une libération et c'est vrai que parfois, même professionnellement, même je le vois au niveau des enfants, on a cette tendance à toujours vouloir demander plus, faire mieux, être parfait, avoir des très bonnes notes. Et je pense qu'il faut lâcher un petit peu ça. Oui, il faut faire de son mieux, mais il faut pas faire mieux. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est ça, exactement. Mais pas n'importe quoi non plus. Bah non, mais faire de son mieux, c'est pas faire n'importe quoi. Non, mais il y a des moments quand vous êtes face à quelqu'un qui vous exaspère, il y a des moments où il vaut mieux partir que de lui dire ce que vous pensez quand même. Surtout si c'est votre patron. Non, mais là, je fais plus une généralité. Là, je parlais pas directement de moi. C'est plus dans l'ensemble ce droit à être imparfait, ce droit à faire des erreurs et accepter soi-même qu'on n'est pas les meilleurs dans tout, en fait. Ben non, on peut être les meilleurs dans certains domaines, mais pas dans tout, évidemment. Mais pour ça, il faut aussi savoir reconnaître ses talents. Et c'est aussi parce que on s'appuie sur ce qu'on sait faire de bien qu'on va pouvoir accepter qu'on fait pas tout bien. Vous voyez, c'est important aussi de se valoriser. Tout à fait. C'est dans l'interaction aussi avec les autres, parce que nous, on n'est pas parfait. Nous, ça nous permet aussi de reconnaître ce qui est bien chez les autres, ce qui est moins bien. Bon, en tout cas, vous avez tout compris, parce que si on fait ce petit dialogue intérieur, qu'on appelle ça avec son enfant intérieur ou avec soi-même, qu'importe, ou avec son ange, ou avec son... Enfin, je pense qu'à ce moment-là, on est déjà dans ce que j'appelle le travail sur soi, c'est-à-dire on accepte de se regarder, pas forcément qu'à travers le regard des autres. Parce que quand on se regarde qu'à travers le regard des autres, forcément... on n'est pas dans une juste capacité à se voir. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Christian Jamin. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais encore une fois, trouver le bon équilibre entre ne pas être parfait, ça c'est une très bonne chose de ne pas être parfait. Mais de pas être impossible, ça c'est aussi une très bonne chose. Faut trouver l'équilibre. Oui, tout à fait. Mais je suis assez d'accord avec vous et aussi dans le fait de s'amuser, etc. En grandissant, on devient adulte, on prend des responsabilités et il faut le faire toujours dans le respect d'autrui. Pour moi, le fait qu'on vit tous ensemble et qu'il y ait une unité, elle est très très important. Mais juste, c'est se donner ces petits moments, ces petites rigolades, ces petites folies, des choses qui vont pas être gênantes, qui vont pas impacter en fait.
Oui, mais vous savez, il y a des phrases qui datent de très longtemps. Notre liberté s'arrête où commence la liberté des autres. Enfin, c'est des phrases qu'il faudrait peut-être de temps en temps rappeler. Et à partir de ce moment-là, on peut vivre en société. Évidemment que vivre, une société, ça demande certaines règles. De temps en temps, on a tendance à oublier sous prétexte qu'on aurait tous les droits. Non, on n'a pas tous les droits, on a aussi des devoirs, évidemment. Le sens de l'humour, voilà aussi une phrase qu'il faut avoir. Oui, tout à fait. C'est sûr. Ça, c'est certain, c'est certain. Merci Sonia de ce témoignage. Merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant. Alors, ce sera le Love Conseil, puisque le Sexo Conseil, je l'ai donné tout à l'heure, je me suis trompée. Et puis, je vous proposerai une deuxième chance pour gagner ce jeu de loi Passage du désir. Et puis, je crois que c'est Fabienne, peut-être, qui va nous rejoindre, qui va parler d'une fatigue, justement, à ces moments de cycle. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien voilà, c'est votre Love Conseil, Christian Jamin, la liste des plaisirs. Donc vous nous en avez parlé tout à l'heure déjà de vos plaisirs du quotidien. Et donc voilà ce que je propose dans ce Love Conseil, c'est d'inscrire tous ces plaisirs, ces petits plaisirs de la vie de tous les jours, qui concernent aussi bien le corps. Alors le corps, ça peut être évidemment le plaisir sexuel, mais ça peut être la nourriture, le sport, un massage, un soin de beauté, etc. Et puis on peut aussi faire une liste qui concerne l'esprit, parce qu'on a tendance toujours, quand on parle de plaisir, à penser au corps et à oublier les plaisirs de l'esprit. Et c'est vrai que c'est important, les plaisirs de l'esprit. Un véritable échange avec un ami, c'est un vrai plaisir aussi. Et à partir de ce moment-là, quand vous aurez fait votre liste, alors ça peut aussi être la liste concernant votre maison, etc. Quand vous aurez fait cette liste, eh bien, essayez de vous accorder un petit plaisir chaque jour, et pourquoi pas plusieurs si vous voulez, pour bien vous rendre compte que s'autoriser à se faire plaisir, eh bien, c'est être à l'aise avec le plaisir. Et plus on est à l'aise avec le plaisir, eh bien, plus on va d'abord prendre du plaisir à vivre, tout simplement, et évidemment être mieux avec les gens qui nous entourent, parce que c'est aussi dans les moments de plaisir qu'on partage le mieux les moments quand on est avec des amis ou avec son partenaire. Oui. Et puis, écouter les autres. Moi, il y a des moments où ça m'apporte un immense plaisir d'entendre parler les gens qui vous disent des choses, qui vous apprennent, qui vous enrichissent. Ça, c'est un grand plaisir et c'est pas toujours facile à trouver. Non, mais c'est vrai que d'avoir l'impression qu'on est devenu plus intelligent, ça peut être un plaisir, évidemment. Il suffit d'écouter Brigitte Lahaie tous les jours. Ah, c'est gentil. Notez sur votre liste des plaisirs, écoutez Brigitte Lahaie. Vous avez raison, Christian Jamin. Bon, en tout cas, et ce qui est bien aussi dans cette émission de Brigitte Lahaie, c'est qu'on peut gagner des jeux, et notamment aujourd'hui, vous pouvez gagner sur Sud Radio ce jeu du Passage du désir. C'est un jeu de loi avec 69 cases qui sont réparties en 3 phases. Donc ça fait monter évidemment votre température de libido, et vous pouvez donc vous lancer un dé, etc. Enfin, on connaît un petit peu quand même le principe du jeu de loi. Si vous avez envie de gagner ce jeu de Passage du désir, vous envoyez dès maintenant Brigitte au 7 20 18 par SMS. Bonne chance à tous. Et on continue, Fabienne qui nous rejoint. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, et bonjour à votre invité, Christian Jamin. Oui, absolument, docteur Jamin qui est avec nous. Et c'est aussi un plaisir de l'écouter. Oh, c'est gentil ça. Ah oui. Donc vous aviez beaucoup de fatigue physique, c'est ça ? Oui, en fait, c'est ça tout à fait, une fatigue physique et mentale. Et puis, pour expliquer cette fatigue, je suis allée voir un médecin. Excusez-moi, je m'entends en écho. Ah, je suis désolée, mais nous, on vous entend très bien, en revanche. Parfait. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est bon pour nous. Merci beaucoup. Oui, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit, mais en fait, vous avez aussi, après analyse, des problèmes de thyroïde.
Donc, est-ce que mes excès de colère, notamment, elles sont liées plus à la ménopause ou à cette problématique? Donc là, vous parlez d'aujourd'hui, vous ne parlez pas de quand vous aviez votre cycle menstruel. Voilà, d'aujourd'hui, oui, je suis en préménopause, j'ai eu mes règles très très jeunes. D'accord. Ouais, j'ai 11 ans. Et donc aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir des moments de colère tout à fait inexplicables, parce qu'en fait, c'est ça, hein, il faut qu'il n'y ait pas de raison que vous soyez en colère pour qu'on puisse se poser la question si c'est dû à votre préménopause ou à votre ménopause. Oui, tout à fait. En fait, je peux vite m'énerver, vite m'agacer, et je suis très fatiguée de cet état. Et, bon, après, sur l'histoire de la thyroïde, je me suis refusée donc à prendre des médicaments parce que je grossis, ni je ne grossis, ni je ne maigris. Donc, juste un taux très important de hyperthyroïdie. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est une conséquence de la préménopause? Alors, d'abord, on l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est très bien qu'on le répète, c'est-à-dire que toute situation médicale peut entraîner des mal-être, des déprimes, des angoisses, etc. Qu'il s'agisse de la ménopause, de la thyroïde. Un truc auquel on pense pas, c'est le manque de fer. Les femmes sont souvent carencées en fer. Et par exemple, il a été montré que pour les enfants, la réussite scolaire est directement corrélée aux réserves en fer. Donc quand vous n'êtes pas bien, commencez par regarder le fer. Comment on peut faire si on n'a pas de fer? Oui, exactement. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, Brigitte Lahaye, quelle émission. Donc, oui, c'est je voudrais répéter un peu ce que je disais, c'est-à-dire que toutes les situations de stress au sens large, médical, pas médical, bien-être, mal-être, ménopause, tout ça peut générer des sensations de mal-être et à partir de là des réactions qui peuvent être variées, d'angoisse, de déprime, etc. Et puis il y a, j'allais dire, les troubles de l'humeur spécifiques, c'est-à-dire qui n'agissent que sur l'humeur. Et donc là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur les hormones. Et puis, donc, ainsi, il faut bien faire attention de ne pas mettre sur le dos du mauvais responsable. Il est normal de ne pas être très heureux d'avoir la ménopause pour une femme, parce que c'est un choc, c'est un changement de vie. Et donc, mais c'est pas pour autant que c'est les hormones qui vous rendent malheureuse. C'est ça que je veux dire. Ok. Vous pensez qu'un supplément de fer, ça pourrait déjà être aidant? C'est facile à faire. Donc, une prise de sang, on mesure un truc qui s'appelle la ferritine, et on voit énormément de femmes qui manquent de fer parce que les femmes sont assez peu carnivores. Donc, on voit, en particulier chez les femmes jeunes, des carences en fer importantes qui peuvent expliquer la fatigue. Maintenant, en ce qui concerne la thyroïde, c'est relativement simple. Une prise de sang, et puis on sait si oui ou non votre thyroïde fonctionne. Ça s'appelle un dosage de TSH. Alors, entre parenthèses, c'est pas la peine de faire 40 choses en même temps. T4, T3, machin et trucs, tout ça, ça sert à rien. Il y a qu'une chose qui sert, c'est la TSH. Et si elle est pas normale, à ce moment-là, on cherche pourquoi. Donc, avant de prendre un traitement pour la thyroïde, faites un dosage de TSH, et puis ce sera facile à faire, et on saura répondre. Et je voudrais revenir aussi sur ce que vous avez dit, Fabienne, que j'entends et qu'on entend souvent maintenant. Je ne voulais pas prendre de médicaments. Je crois qu'il faut, je conçois tout à fait que le trop médicament n'est pas bon, mais ne soyons pas non plus anti-médicaments, parce qu'il y a des tas de médicaments qu'on prend à dose intelligente et qui vont nous permettre d'aller mieux. Je veux dire, c'est vraiment important. Alors je sais que quand on lit les notices et qu'on voit tous les effets indésirables des médicaments, il y a de quoi ne plus vouloir prendre de médicaments. Mais on sait aussi que tous ces effets indésirables, vous êtes obligé en tant que médecin de les marquer, parce que sinon vous risquez des procès ou je ne sais quoi. Donc vous voyez, essayons d'être là encore une fois dans le juste milieu des choses. Alors moi, quand une femme me dit j'aime pas les médicaments, je lui réponds j'aime pas les maladies.
Voilà. Oui. Donc déjà, Oui, les bien choses sûr. sont claires. Bien sûr, voilà Alors, la bonne réponse. La bonne réponse, c'est qu'il y a énormément de gens qui prennent des médicaments pour rien, et ça, je suis farouchement opposé. Et puis, il y a des femmes ou des hommes qui ne se soignent pas et qui seraient tellement plus heureux s'ils se soignaient. Donc ça, c'est la première chose. Quant à ce que vous venez de dire sur les notices, ça s'appelle la politique du parapluie. C'est-à-dire que nos autorités de santé mettent tous les effets secondaires possibles, comme ça, on peut dire, on pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Donc ça s'appelle la politique du parapluie. Mais c'est vrai, quand on lit tout ça, c'est vrai qu'on n'a plus envie de prendre de médicaments. Non, oui, mais si je vous disais tout ce qui peut vous arriver en partant en voiture dans un bois, vous seriez très inquiète. ou ravi. Ou ravi de partir dans un bois. Non, mais c'est vrai que c'est toujours important d'avoir un peu de bon sens. C'est d'ailleurs le sujet qu'on abordera avec Didier Pleu mercredi. Un peu de bon sens, parce qu'on est dans une société où, avec ce principe de précaution, on nous a un petit peu plutôt toujours mis en avant ce qui pouvait nous arriver de pas bien. Et moi, j'aurais quand même envie de temps en temps de dire que, bah oui, si on vit plus vieux aujourd'hui, c'est quand même un petit peu grâce aux médicaments. Oui, c'est vrai. Une meilleure hygiène de vie aussi, bien sûr. Oui. Mais il y a quand même des tas de gens aujourd'hui qui ne seraient plus en vie sans les médicaments. C'est clair. Donc, soyons... Les gens qui ont du cholestérol et qui vous disent je veux pas prendre de médicaments pour le cholestérol, on sait très bien qu'il y a eu des tas d'études là-dessus que quand il faut, il faut. Bien sûr. Mais quand il faut pas. Donc c'est toute la difficulté. Merci beaucoup. Mais merci à vous, Fabienne, merci beaucoup. On fait une petite pause et on va conclure avec Léane dans un instant qui va nous parler aussi de la manière dont elle règle ses humeurs. Vous voulez parler à Brigitte, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, docteur hormone, ça s'appelle, on va essayer d'être intelligent, ça s'appelle un endocrinologue. Bravo. Voilà. Et vous êtes également gynécologue, mais ça va pas forcément de pair. On peut être gynécologue sans être endocrinologue, et on peut être endocrinologue sans être gynécologue, puisqu'on peut être urologue. Oui, mais aujourd'hui, on peut plus être les deux. Les études de médecine ont changé et on ne peut plus être qu'un spécialiste d'une chose. Donc vous êtes unique. Je suis unique. Vareuse, comme aurait dit, je ne sais plus quel humoriste. Il est unique, non, il est vareuse. Pierre Dac. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous, et Léane va conclure sur ses humeurs. Bonjour Léane, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, bonjour Christian. Bonjour. Donc vous gérez beaucoup vos humeurs grâce au sommeil, c'est ça ? Exactement. Entre autres, disons que c'est un mode de vie global dans lequel je m'inscris. Et j'ai pris conscience que le sommeil était primordial, et d'avoir un rythme régulier dans toutes mes activités, que ce soit des activités sportives, le sommeil, l'alimentation, les relations, et un temps de pause pour moi me permet d'atteindre un état d'équilibre. Et quand je déroge à cette règle plusieurs fois sur une même semaine, je sens bien les différences. Ça veut dire que vous êtes le manque de sommeil peut vous rendre irritable, par exemple ? Alors oui et non. Alors, je ne sais pas si c'est le manque de sommeil qui me rend irritable ou si simplement ça vient le révéler quand on a des perturbations hormonales. En tout cas, ce que je peux constater, c'est que quand je ne sais pas si je vais faire une nuit blanche ou avoir un train de vie un petit peu tumultueux sur une période courte, avec les aléas de la vie ou en répondant encore à un rythme de vie effréné, là ça va me rendre irritable. Par contre, si j'assure un bon sommeil, une bonne hydratation et que je prends soin d'un équilibre de vie qui me correspond, eh bien, je garde et je maintiens un certain équilibre et une humeur mais ce qui est évident, et ça... Et oui, excusez-moi, je vous coupe, mais moins nerveuse.
c'est pour rebondir sur ce que vous dites, Léane, pardon. On le constate aussi chez les hommes, hein, le manque de sommeil rend irritable de toute façon, et on sait aussi que les bienfaits du sommeil. Faire attention à son sommeil, ça fait partie de ce qu'on appelle la bonne hygiène de vie. Christian Jamin, vous êtes d'accord avec ça, évidemment? Non seulement ça, mais tout à l'heure, on a essayé de commencer à faire la liste des plaisirs. Moi, mon plus grand plaisir, mais vous le dites à personne, c'est de me mettre dans mon lit, de ramener la couverture sur ma moustache. J'adore. Mais oui, bien sûr, le plaisir de dormir, mais quand on a des difficultés avec le sommeil, sûr, oui. on a déjà un problème à régler, qui est pas facile d'ailleurs à régler. Hein, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps un jeune homme qui me disait, mais enfin j'étais très fatiguée, je me disais, ce soir on va se coucher tôt pour récupérer. Et là, il me regardait avec des yeux ébahis en me disant, se coucher tôt, mais pourquoi? Et il s'était pas rendu compte. Il me dit, mais moi j'ai jamais eu de problème d'impact, quoi que ce soit. Je dis, écoutez, essayez de faire autrement puis vous verrez. Et en discutant, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait quand même un trouble du sommeil parce qu'il était insomniaque et il le trouvait pas facilement. Et il me dit, mais moi j'ai pas de problème, je peux dormir peu. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça, j'ai souri parce que finalement, des fois on met de côté cet impact du sommeil. Il n'est peut-être pas le même besoin pour tous, mais si je trouve notre horloge biologique et un certain rythme régulier dans notre hygiène, on voit que la vie est différente, qu'on la voit mieux et qu'on gère mieux notre stress. Mais nous avons reçu une femme qui est spécialiste justement, qui est médecin et qui est spécialiste du sommeil. On sait qu'il faut en effet un certain nombre d'heures pour chacun. On n'est pas égaux là-dessus. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir 5 heures et d'autres 9 heures. Hein. Mais dormir en dessous de son besoin ou au-dessus, c'est pas bon. De même qu'on sait que plus on prend les habitudes de se lever tous les jours à la même heure, mieux c'est. Enfin, tout ça a été largement démontré sur le plan des bienfaits sur l'humeur et sur la santé. Oui, c'est ça. Et puis après, on parlait de changement d'humeur, mais dans la relation à l'autre ou à son partenaire. Et je trouve ça très important d'en parler en amont. Des fois, on se dit, irritable ou il est de mauvaise humeur. Et si on comprend mieux notre biologie ou qu'on l'apprend le plus tôt possible, ça permet de prendre du recul et se dire, ok, là, c'est pas un problème de caractère, ça peut être un problème de sommeil, ça peut être un problème hormonal, ou en tout cas, on laisse la personne se régénérer. Et je trouve que dans les relations, c'est quand même important de l'informer, de l'échanger. Faut-il encore avoir remarqué qu'on a une humeur particulièrement irritable, par exemple avant ses règles, et il y a des femmes qui mettent du temps à le remarquer. C'est souvent d'ailleurs leur entourage qui va leur faire remarquer, il me semble. Et je regrette d'avoir raté l'émission que vous avez faite sur le sommeil, parce que pour moi, je suis complètement d'accord avec notre auditrice. J'ai oublié votre prénom. Léane. Je pense qu'un équilibre du sommeil, c'est fondamental pour être bien dans sa peau, dans sa vie. Et c'est malheureusement pas facile. Il y a des gens qui ne s'endorment pas, il y a des gens qui s'endorment tard, il y a des gens qui se réveillent au milieu de la nuit ou qui se réveillent trop tôt. Et ça, moi je suis pas un spécialiste, mais je trouve ça très compliqué. Et puis, il y a une chose qu'on n'ose jamais dire, mais dormir à deux, pour certaines personnes, ça peut être réellement compliqué, parce que si vous êtes avec quelqu'un qui a les jambes qui bougent, qui ronflent, ou les apnées du sommeil. Les apnées du sommeil, par exemple. Ça, aujourd'hui, on commence quand même un petit peu à en parler, mais il y a des personnes qui ont des apnées du sommeil et qui ne le savent pas et qui sont en danger. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sommeil. D'ailleurs, on va essayer de la réinviter, cette femme. Ça. Vous savez, j'ai un petit enfant qui a souffert d'apnée du sommeil. Et c'est incroyable quand c'est régulé, entre guillemets, le changement d'humeur et le changement de paradigme de l'enfant qui se met à dormir, qui n'a plus peur de s'endormir, qui a une humeur plus joyeuse. C'est vraiment impactant. Oui, et c'est vrai que, par exemple, quand on a des adolescents, c'est important de faire attention à ce qu'ils dorment bien, qu'ils ne soient pas avec leur téléphone trop tard, etc., parce que ça prend sur les heures de sommeil, bien sûr. Tout à fait. En tout cas, les hormones, ça joue peu sur le sommeil. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de... Et peut-être si on considère que la mélatonine est une hormone, c'est un neurotransmetteur, oui, ça joue.
mais dans les maladies hormonales classiques, il y a rarement des troubles du sommeil. Bon, donc déjà, on élimine ça. Vous savez que c'est pas moi qu'il faut inviter pour ça. D'accord, on a compris. Bon, en tout cas, vous réglez bien vos humeurs, visiblement. De toute façon, vous êtes plutôt quelqu'un qui passe... Alors oui, sauf la semaine dernière où je les réglais pas du tout parce que j'étais en manque de sommeil et je le sentais. Et j'ai bien vu la différence entre un rythme correct et puis un abus où j'étais en carence. Et que je pallie au fur et à mesure du temps, et je me suis recadrée à dormir plus tôt, et à retrouver mon rythme. Mais en général, le manque de sommeil peut rendre irritable, comme en effet le dernier, juste avant les règles. C'est vrai, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais je ne suis pas non plus spécialiste du sommeil. Bon, vous nous préviendrez quand il y en aura une émission là-dessus, parce que ça m'intéresse énormément. En tout cas, merci beaucoup Léane de votre témoignage. Voilà. Est-ce que on parle parfois des plantes qui peuvent aider les femmes dans ces questions d'humeur, etc. Alors je sais que vous êtes médecin, mais qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis que c'est très compliqué parce que en réalité le psychisme joue un tel rôle dans les troubles de l'humeur et que quand on a un effet placebo majeur, eh bien, on est ressuscité par cet effet placebo, et donc il est toujours très compliqué de faire la différence entre un effet placebo et un effet réel, et pour ça, il faut faire des études qu'on dit en double aveugle versus placebo, enfin, c'est très lourd et très compliqué, et que toutes les études cliniques sont financées actuellement par l'industrie pharmaceutique, et que les plantes et tout ça, il n'y a pas de brevet là-dessus. Donc on n'a pas d'études. D'accord, mais donc vous êtes en train de dire de manière détournée, si je puis dire, que les plantes, ça a un effet placebo. Non, j'ai dit j'en sais rien. Oui, mais enfin... Non, j'ai pas dit ça a un effet placebo, parce que à partir du moment où c'est pas étudié, j'ai pas de réponse. Mais ça peut aussi avoir un effet nocebo, d'ailleurs. Mais ça peut avoir un effet nocebo, ça peut avoir un effet placebo, et ça peut aussi avoir un vrai. Mais encore une fois, l'organisation de la santé en France fait qu'on n'aura pas d'études dans ce domaine, parce que c'est des études qui coûtent très cher, et les autorités de santé ne les financeront pas. Donc nous n'aurons pas de réponse. Elles ne les financeront pas parce qu'elles n'auront aucun intérêt à les financer, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Non, c'est simplement que la loi française fait que c'est l'industrie pharmaceutique qui finance toutes les études. J'ai bien compris, mais en effet, si c'est pour faire un médicament, ça vaut le coup de dépenser beaucoup d'argent, sinon ça vaut pas le coup. Et comme les plantes, c'est pas brevetable. Oui. C'est pas brevetable, et il faut savoir que tout ce qui est naturel n'est pas brevetable, ça n'appartient à personne, ça appartient à Dieu ou à la nature, ce qui fait qu'on ne peut pas poser de brevet dessus, donc il n'y a pas d'études. Voilà, donc c'est toujours, si ça vous fait du bien, n'hésitez pas, mais on ne sait pas pourquoi ça vous fait du bien. Exactement. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. D'accord. À juste titre. C'était important de peut-être de donner cette information aussi. De toute façon, je crois que c'est pareil pour tout le monde, se prendre en main avec, on l'a dit tout à l'heure, le juste équilibre, avec heureusement beaucoup de médicaments qui peuvent nous aider, et puis c'est pas pour autant qu'il faut s'abreuver de médicaments sans arrêt. En fait, moi j'ai envie de dire, il faut trouver le bon médecin comme vous, Christian Jamin, Oui, mais sur les plantes, j'y connais rien. Donc, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc je n'ai pas de jugement. J'ai bien compris. Merci en tout cas, merci beaucoup Christian Jamin d'être venu passer ces 2 heures avec nous. Demain, nous serons avec Ariane Calvo et on va parler de l'influence de nos blessures d'enfance sur notre sexualité. Ce sera, vous verrez, certainement très intéressant. Et tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. J'ai oublié de donner notre gagnante plus exactement, c'est Marie-Carmen qui habite dans les Landes. Bravo à elle. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio.